Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et les vidéos sur Instagram et YouTube sur ma chaîne La French Tribe. Aujourd'hui, vous allez écouter ou voir la deuxième partie de ma conversation avec mes deux amis américains. Dans la première partie, nous avons parlé de leur parcours, de leur apprentissage du français, de leur premier pas en France et de leur adaptation à la culture française. Dans cette deuxième partie, nous entrons dans un sujet un peu plus concret, un peu plus stressant parfois, l'administration française. Les difficultés, des surprises qu'ils ont rencontrées et des différences aussi avec le système américain. On va parler du long parcours d'Émilie jusqu'à l'obtention de la nationalité française après plusieurs années ici en France. Je suis très contente de cet épisode. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il raconte. C'est un épisode très, très authentique. Comme toujours, tu peux télécharger le PDF dans la description avec la transcription, le glossaire des mots compliqués, expliqués, traduits et un quiz de compréhension avec la correction. Et je te souhaite une bonne écoute. L'accent, les différents accents, ça me fait penser francophone en France ou d'autres accents francophones que vous connaissez. L'accent marseillais, par exemple, t'avais des problèmes de compréhension au début ou c'était clair? Parce que c'est pas le plus répandu, on l'entend souvent, mais je veux dire, c'est pas l'accent qu'on entend le plus dans les films, les séries, etc. J'ai passé 3 ans avec un Marseillais, en couple avec un Marseillais. La même technique que toi, Alex. Et certains membres de sa famille, pas toute la famille, mais certaines personnes dans sa famille avaient un très très fort accent, mais j'avais plus de mal à comprendre l'accent ch'ti quand j'ai regardé Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, que l'accent... En vrai, pour moi, l'accent marseillais, l'accent du Sud en général, ça me rappelle mon Sud-Est aux États-Unis avec notre très fort, très cher accent. Et les gens ont du mal à comprendre notre accent aussi, mais c'est quand même... C'est mignon. Ça représente d'où on vient, je trouve, d'une certaine façon. Donc, et j'ai toujours aimé le petit « Émilie, tu veux du vin ?» Du vin, oui. Du vin, ouais. Je le trouve très doux beaucoup et de rosé. C'est moins plat, je trouve. Moins lisse. Oui. Concernant l'intégration, mais au niveau des papiers, quoi, de l'administration, toi, je sais que tout le monde a la même expérience. Émilie, tu vas pouvoir nous en parler parce que toi, tu es donc anglo-américain. Émilie, tu es maintenant franco-américaine. Depuis, tu as eu la nationalité fin octobre 2024. Ah, c'était je croyais que c'était l'année dernière. 2024. Ok. J'ai fait la grosse stuff pour le fêter l'année dernière. Bah ouais, félicitations. Merci. Comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer? J'ai la question parfois et j'ai pas les réponses. Toi qui es passé par là, est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps ça t'a pris et comment ça se passe? Déjà, j'ai vécu une rupture assez compliquée dans ma 4e année en France. Et après la rupture, je me disais, bon, il faut 5 ans de résidence pour devenir français et j'ai pas envie de repartir sans le passeport. J'ai déjà donné beaucoup de choses émotionnellement, physiquement et j'avais envie d'avoir ce passeport. Donc, je suis restée pour ça. Après, quand je suis devenue freelance, j'avais appris qu'il fallait un peu plus d'années d'intégration professionnelle pour vraiment être sûre de l'avoir. Donc, j'ai attendu plus longtemps qu'il fallait. J'aurais pu faire la demande après 7 ou 8 ans, je crois, mais j'avais attendu. Je pense que quand je l'ai envoyé, c'était ma 9e année, si je ne me trompe pas. Et donc, j'avais envoyé le dossier pour la première fois en février 2023. Juste avant de partir en Thaïlande. Et après, on m'a renvoyé le dossier parce qu'il y avait un problème avec un papier. Mais entre-temps, ça a passé des dossiers papier aux dossiers en ligne. Donc, j'ai dû tout refaire. Il y avait une galère pour avoir mon preuve de niveau de français parce que j'avais fait le diplôme d'ALF au niveau C1 en 2016. Mais je n'avais pas le vrai diplôme, j'avais juste une attestation parce qu'apparemment, j'avais oublié d'aller récupérer le diplôme. Donc, j'avais dû redemander à la ministère de l'Éducation de le refaire, de le renvoyer. Bref, ça m'a coûté 5 mois de temps entre la dépose initiale et l'envoi final en septembre 2023. Donc, finalement, ça m'a pris 14 mois
Je sais que c'est hyper rapide. C'est plus aussi rapide à Paris. Paris, c'est l'une des préfectures les plus rapides de tout le pays. À Lyon, je sais que ça pourrait prendre entre 4 et 5 ans. Pareil pour Nice, pareil pour Bordeaux. Toutes les autres grandes villes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Les délais sont vraiment très, très compliqués parce qu'il faut maintenir un titre de séjour valable pendant tout le temps de processing du dossier. Mais en fait, niveau paperasse, c'était plus simple que tous mes titres de séjour. Ouais, ok. Parce qu'il y avait une liste, il fallait juste suivre la liste. Souvent, je pense que Alex peut témoigner à ça, et beaucoup de gens qui ont fait des titres de séjour en France le savent aussi. Tu arrives à la préfecture, tu donnes les papiers, ils te demandent un papier qui n'était pas sur la liste. Et tu leur dis, mais c'était pas sur la liste. Ils te disent, bah, il nous faut quand même. Et donc, on nous renvoie chercher le papier. Soit il faut prendre un autre rendez-vous, soit il faut revenir 1 ou 2 jours plus tard, soit il faut l'envoyer par email, mais ils ne checkent jamais cet email. C'est compliqué. Donc, vraiment, les gens me disent, ah bah, ça aurait dû être tellement compliqué d'avoir la nationalité française. Et je dis, oui, au niveau de résidence en France, de maintenir une résidence, de prouver une intégration financière, d'apprendre la langue, oui, tout ça, oui. Mais ça, j'avais déjà fait. Donc, quand j'ai envoyé le dossier, j'avais tous les papiers, on avait une liste. J'ai reçu une réponse sous 10 jours me demandant 2 ou 3 autres papiers. Je les ai envoyés. Rien pendant 7 mois. Et le jour de mon anniversaire en 2024, j'ai reçu la convocation pour l'entretien. Et donc, l'entretien, tu l'as eu quand ? 2 semaines plus tard, donc le 22 avril 2024. Et après, tu as attendu jusqu'en novembre, c'est ça ? Fin octobre, oui. Pour avoir la réponse. Mm-hmm. Et pendant l'entretien, comment ça marche ? C'est des questions sur l'histoire de France, c'est ça ? La langue ? En plus du DALF ? C'est censé être ça. Pour moi, c'était pas du tout ça. Donc, il y a le livret de citoyen qu'il faut étudier, et il faut connaître, genre, nommer tous les présidents du 5e République, ou qui était roi pendant la Révolution, ou qui était Jean Moulin, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est mort. J'ai étudié tout ça. J'avais même fait un Google Doc. Si quelqu'un est en train d'écouter et a besoin de ce Google Doc, envoyez-moi un message, je vous le partage. Avec toutes les questions qui ont été posées dans tous les groupes Facebook pour la nationalité, en anglais et en français. J'avais repris toutes les questions des 3 derniers mois avant mon entretien. Je les ai mis dans un doc, j'avais supprimé les duplicata, et j'avais mis toutes les réponses à toutes les questions. Comme ça, je pouvais étudier, parce que je suis une personne très visuelle. Ça m'aide beaucoup de pouvoir visualiser la bonne réponse. Et on m'a posé aucune question de cette liste. Bon, c'est bien pour... Je vais voir si je peux trouver... J'ai une note sur mon téléphone avec toutes les questions qu'on m'avait posées, parce que c'était vraiment très, très long et très compliqué. Mais c'était plus difficile que ça ? C'était des questions sur l'histoire ? Oui, c'était plus difficile que ça. Donc, on avait commencé sur qu'est-ce qu'on avait fêté la veille, et c'était le 80e anniversaire du droit de vote pour les femmes. Ok. Il fallait parler on avait parlé de l'avortement, de définir IVG, qu'est-ce qui s'est passé récemment là-dessus. C'était rentré dans la Constitution à l'époque. On avait parlé de la peine de mort, l'euthanasie, les propositions pour réduire la violence entre jeunes, harcèlement scolaire, qui était Samuel Paty, mariage pour tous, pour ou contre, et après, oui, mon parcours en France depuis mon arrivée, pourquoi j'avais pas demandé la nationalité avant. Voilà. Des sujets plutôt d'actualité, enfin plus récents, quoi. Oui, Ok. exactement. Et t'avais les réponses ? Enfin... En fait, elle m'avait demandé, est-ce que vous avez entendu parler de cette proposition qui passe par le Sénat ou en Parlement, et si je lui disais non, c'était vraiment pas grave. Elle m'expliquait la proposition, et par exemple, tout ce qui était lié au harcèlement scolaire, elle m'avait expliqué tout ça, et à la fin, j'ai dit oui, ça a du sens, parce que le Premier ministre, à l'époque, Gabriel Attal, avait été ministre de l'Éducation avant, et ça, je savais, donc je l'avais mentionné ça, et
elle avait l'air contente que je connaissais un peu le contexte, donc il fallait pas forcément avoir toutes les réponses, il fallait juste pouvoir m'exprimer bien sur les sujets dès que j'ai toute l'information. Donc, et la bonne réponse pour tout, entre guillemets, si vous voulez un cheat code pour l'entretien de la nationalité, c'est que il faut connaître le positionnement de la France sur tous ces genres de choses, sur l'avortement, sur la peine de mort, etc. Et dire que même si tu es pour ou contre personnellement, en tant que citoyen français, tu vas tenir à... Tu t'es tenu à tenir ces propos parce que c'est les propos de l'État. Partager les valeurs du pays. Exactement. Okay. Ouais, il faut... la laïcité, on sait à quel point c'est important en France et c'est toujours important de dire... Genre, même si, par exemple, si j'étais super catholique et j'étais contre l'avortement, fallait pas dire ça. On pourrait dire ça, genre, OK, moi, personnellement, non, mais en tant que Française, je comprends que c'est un droit qui est dans la Constitution française et je vais le défendre quoi qu'il arrive. Ok, super intéressant. Au niveau de la langue, c'était cet entretien-là, ils jugent sur l'entretien avec toi. Il n'y a pas d'autres tests? Non, il faut faire un test avant d'envoyer le dossier. Okay. Donc, il fallait soit avoir fait un master en français, soit avoir fait un diplôme comme le DALF ou le DELF. Ces deux diplômes sont à vie. Ou sinon faire le TEFL, le français comme langue étrangère. Il faut faire ça dans les 2 ans avant l'envoi du dossier, si je ne me trompe pas. Ok. Ils te demandent de connaître la Marseillaise, on m'avait dit. J'ai des élèves... Non. Peut-être, ça dépend de personnes qui fait l'entretien. La dame, à la fin, elle m'avait demandé si j'avais des questions et je l'avais demandé alors, j'ai fait comment? Et elle a rigolé. Elle m'a demandé si je connaissais les paroles de la Marseillaise parce que il fallait le chanter à la cérémonie. Et c'est là où je savais qu'elle allait me valider mon dossier. Donc, c'était bien. Et je lui ai dit que j'étais là pendant la Coupe du Monde en 2018. Donc, évidemment, je connais les paroles de la Marseillaise. Mais tu dois vraiment la chanter à la cérémonie? Oui. Pas tout le monde le chante ensemble. C'est plein de... Ok. Ouais, on était une bonne quarantaine, cinquantaine, je dirais, dans la salle. Et oui, on le chante tous ensemble. Mais on nous donne les paroles sur une fiche. Mais j'avais pas besoin. Oui, j'ai un élève qui m'avait dit ça, oui. Je pensais que c'était pendant l'entretien qu'il fallait chanter. Ok. Toi, t'aimerais... alors, t'as déjà 2 nationalités, je sais pas comment... Enfin, je sais pas si ce serait possible, mais t'aimerais avoir la... Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est mon objectif. Ok. Et t'aimerais... C'est un projet moyen terme? Enfin, tu sais quand tu pourras le faire ou... Dans un peu plus de 4 ans. Tu as eu des expériences, tu disais tout à l'heure, avec les titres de séjour, avec l'administration française? Ah oui, je vais en parler. Est-ce que c'est compliqué? J'ai envie d'en parler parce que c'est une histoire très particulière. Donc, en fait, quand je suis arrivé en France en 2020, c'était juste avant la finalisation du Brexit, la date butoir, le deadline pour... si tu es anglais, si tu es britannique et tu veux t'installer en France, tu dois venir avant début 2021. Et moi et mon ex, on est arrivés en France l'été de 2020. Et principalement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'installer en France à ce moment-là. Okay. Plutôt que d'attendre, parce que je savais que c'était maintenant ou jamais. Et donc, j'ai fait... ils ont une liste et j'ai tout fait. Et j'ai envoyé ma... En fait, c'est même pas une demande. C'est un accord. C'est l'accord post-Brexit. Donc, si tu es britannique, tu as le droit, c'est un droit de s'installer en France. Comme si tu étais espagnol, italien, comme si tu faisais encore
avant Oui. qu'il y ait les changements Oui, de loi. quand, Ok. quand je suis arrivé en France, j'étais européen. Ok, oui. Et donc, c'était même pas, j'ai pas envoyé une demande, j'ai envoyé juste, oui, c'est mon droit, je dois juste confirmer que j'ai tout fait pour avoir ce titre de séjour Brexit. Ok. Post-Brexit. Et ce que j'ai appris plus tard, quand j'étais à la préfecture, ils ont dit, ah, mais en fait, vous n'avez pas assez de preuves de votre présence en France avant 2021. Et donc, euh, si j'avais su, j'aurais embauché un avocat Hmm. ou j'aurais demandé de l'aide. Mais ils ont fourni une liste. Donc j'ai dit, OK, je vais tout faire. Je vais tout faire sur la liste et ça va aller. Mais en fait, non. C'est le gros cliché en France. Si tu... Il y a toujours un mais. On va à la préfecture, on a tout fait, mais... Ah, en fait, il n'y a pas assez mais j'ai tout fait. Vous m'avez donné ce qu'il fallait. Et le problème, c'est qu'il faut toujours revenir vers eux. Ils vont jamais aller vers vous pour vous dire tiens, vous n'avez pas fait ça ou vous n'avez pas fait ça. Voici l'explication pourquoi ça s'est refusé. Ils vont attendre que toi, tu reviennes vers eux et ils vont dire ah bah non, en fait, il fallait faire ça il y a je sais pas combien d'années. Et oui, ouais, on avait fait la décision quand, juste après l'envoi de ton dossier. Ah oui, vous l'avez jamais reçu. Désolé. Et c'était tellement frustrant. J'avais un ami qui a dit forcément, tu as dû te tromper parce que c'est pas possible. Et j'ai dit tu veux que je te montre la liste? J'ai tout fourni, j'ai tout fait. Et c'est pour ça que donc j'ai enfin embauché un avocat. On a fait appel parce que je savais que je suis arrivé à temps. J'ai tout fait pour avoir ce visa Brexit. Et la préfecture m'a envoyé un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ouais. Et j'aurais jamais fait appel si je savais que je m'étais trompé. Si j'avais fait une erreur, j'aurais dit non, en fait, non. Mais je savais que j'ai tout fait pour rester. Et donc, t'es parti en Angleterre, c'est ça? donc, oui, ils ont dit qu'il fallait pas. C'était un peu traumatisant parce qu'ils t'envoient une lettre et ils te disent que tu dois te barrer. Tu as 30 jours, tu dois partir et on ne sait pas quand on peut revenir. Ok. On ne sait pas. En fait, ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de visiter l'Europe. Union européenne. Yeah, there we go. On y va. L'Union européenne pendant 1 an. On est banni. Alors que t'as ta vie ici, ouais. Toute ma vie. T'as toute ta vie, ouais. Toute ma vie. Et donc, comment t'as fait? T'es allé en Angleterre? J'ai fait une demande pour le visa auto-entrepreneur. Ah oui, ok. Et ça m'a pris plusieurs semaines. Et après 2 mois, j'étais déjà de retour. Oui, auto-entrepreneur, c'est le statut freelance en France. Oui, français. oui. 2 mois seulement t'étais? Oui, je me 2 souviens. mois, 2 mois, oui. Ok, donc ça a été assez rapide au final. Oui. Ok. Oui. Et là, t'es revenu et ça se passe mieux? T'es réconcilié avec Oui. l'administration? Oui. Mais même la sécurité sociale et tout, c'était pas... Parce que même nous, parfois... Ah oui, ça c'est une autre histoire. Donc, pour obtenir On ma va faire un carte épisode sur vitale, l'administration. pour obtenir ma carte vitale, j'ai fait toutes les démarches parce qu'il y a une liste et c'est pas très compliqué. Tu dois juste fournir C'est long, quoi, à chaque fois. Facture EDF, machin. Et ça a pris au moins 1 an et demi, presque 2 ans pour obtenir une carte vitale. Et tout le monde me dit la même chose. Apparemment, c'est... Oui. Enfin, ça prend énormément de temps. 1 an, t'as dit? 1 an et demi? Oh, oui, au moins, oui. Mais en attendant, tu peux aller chez le médecin, etc. T'as quand même un papier, un truc qui dit que... Non, il y a la feuille des soins qu'on peut Oui, feuille des avoir. soins, Ah oui, oui. c'est ça. Mais il faut le renvoyer. Et au moins, on a 2 ans pour l'envoyer. C'est valable 2 ans pour être Ça remboursé. fait gérer des papiers, de l'administratif, mais au moins, tu peux être remboursé. Mais quand même, il faut payer de ta poche. Il faut avancer les frais. Mais Ouais. pour plusieurs ordonnances, ça peut coûter 3 euros, 5 euros, 7 euros. Donc, Ouais. c'est pas comme aux États-Unis. Même, donc, ici, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'assurance maladie et tu vas à la pharmacie et dis ça va faire 4 euros. Ça Ok. dépend ce que tu as, je pense. Mais oui. Oui, bien sûr. Pour le VIH, des drogues, des médicaments comme ça peut coûter très cher. Il s'excuse toujours. En fait, ça va coûter
11 €. Oui, Est-ce que ça Je vous dis- va? Et je leur dis, j'ai grandi dans monsieur, un je suis pays. désolée, je suis américaine. Déjà, c'est hallucinant que les prix sont aussi bas. Mais oui, 11 €, ça me va. Donnez-moi mon médicament. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, la sécurité sociale, c'est quand même incroyable. Hein. Mm. Mais on avance les frais parfois et on est toujours remboursé chez le dentiste, chez le gynécologue, ouais. Mm. Mais aux États-Unis, tu as des assurances privées, non? Au final, tu payes Tout est privé. Mais tu Ok. payes une assurance, comme en Mhm. Suisse, tu payes une assurance et tu es remboursé quand même après sur tes frais? Ça dépend. Pas forcément? Parce que parfois, l'assurance disent oui au début et après ils disent ah non, en fait non, on va pas couvrir ça, on va pas vous rembourser. Donc ouais, c'est vraiment très très compliqué. C'est la cata. Aux États-Unis. Si on a de la chance, on a une bonne assurance avec le travail, ce qui était le cas avec mes parents. Donc nous, on n'a jamais eu ce genre de soucis, mais je sais que les frais sont quand même élevés malgré l'assurance. Et est-ce qu'il y a quelque chose, alors pas le système de santé, j'imagine, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque aux États-Unis, que vous n'avez pas en France? Que ce soit de la nourriture, une activité très américaine? Les paysages très vastes, Ok. genre le désert, les montagnes. Je sais qu'on a beaucoup de nature ici, mais c'est beaucoup moins vaste. Oui, c'est plus dense, il y a plus de monde. Ok. Donc, quand je vais aux sources, par exemple, ma mère habite au Nouveau-Mexique, et quand je vais me baigner, je vais aux sources, on a l'impression que la nature nous appartient. C'est beaucoup plus intime, plus privé. Il y a beaucoup moins de monde. Plus paisible. Plus paisible, oui. Ok. Et niveau nourriture ou habitude de vie, il n'y a rien de particulier? Après, ça- La nourriture et la qualité ici, c'est juste, ça n'a rien à voir. Ouais. Non. Il n'y a rien qui te manque, toi, Émilie? Ma famille, mes amis. Ok. Conduire. J'adore conduire. Mais comme ils ont enlevé la possibilité de faire le permis B avec le CPF, je viens de m'inscrire. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. Et j'ai une peur bleue de conduire à Paris. Attends, tu t'es inscrite pour passer le permis, là? Oui. Ok. À Paris, ouais, bah au moins, si tu sais conduire à Paris, dis-toi que tu peux aller n'importe où en Ouais. France. Je me dis, il y a une école de conduite qui est littéralement juste à côté de chez moi. Et les voitures, j'ai vu les voitures, ils sont tous très, très bonnes. Ils ont une très, très bonne note sur Google. Donc, je me disais, bon, c'est le dernier moment. Je vais pas pouvoir m'organiser pour aller le faire à la campagne, par exemple. Donc, let's go. Et tu vas apprendre avec une boîte manuelle? Non, Automatique? absolument pas. Mais je crois que Non. maintenant... C'est pas obligé. Enfin, moi j'ai 31 ans, quand j'ai passé le permis, c'était que des manuels. J'ai entendu ouais. dire que c'était pas le obligatoire. choix. T'avais pas le choix, oui. Mais je trouve que c'est bien, parce que je peux conduire les deux. Mm. Si tu sais conduire manuel, tu sais conduire automatique, ce qui n'est pas le cas, tu vois. Mm. Mhm. J'ai jamais appris le manuel et je te jure, je vais pas le faire à Paris. Donc, Mais à Paris, je pense que c'est mieux automatique. Moi, je viens où il y a des Mm. montagnes, par exemple, je préfère manuel. mhm. Je trouve que c'est plus agréable. Oui. Mais ça dépend. En ville, ouais, j'imagine que... Mon petit frère l'avait appris avec mon père, mais il a essayé avec moi. Au bout de 2 essais, il a dit laisse tomber. Elle va Mais jamais, moi, je trouve ça super elle va jamais le agréable. maîtriser. Donc, Mais je comprends. Donc non, je vais le passer en automatique. Et t'as déjà le code de la route? Parce qu'il Mm-mm. y a la première Non. étape, le code de la route, la théorie, et après Mhm. la pratique. Il faut faire non, il faut faire les deux. Heureusement, je me dis que j'arrive pas sans. Il y a plein de gens qui font le permis. Si on fait le permis à Paris et on n'a jamais conduit de la vie, ça doit être hyper compliqué. Mais moi, j'ai appris, j'ai fait mon permis, mon learner's permit aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Donc ça fait plus que la moitié de ma vie que je sais conduire une voiture. Ah, ok. Donc Ça va aller vite. oui. T'as le permis, toi, Alex? J'ai obtenu mon learner's permit. À 14 ans aussi, aux États-Unis? Non, à 15 ans. 15 ans. Mhm. Mais vous j'ai- pouvez j'ai- conduire super tôt. Mais non, j'ai pas de permis. En fait, j'ai fait le test 3 fois et j'ai. Le code de la route. Oui. Le test écrit ou Ah, non, le- pardon. Non. Aux États-Unis ou en Non, on France? dit quoi en français? Code de la route. c'est Code de la quoi? route, c'est l'écrit. Non, le test vraiment. Ah, mais en France? Non, Ah, voilà. aux États-Unis. Ok. Mm. Oui, l'examen pratique, Ouais. enfin, Ouais. la conduite. J'ai Mhm. fait 3 fois
la troisième fois, j'ai failli obtenir. Il y avait juste une chose que j'ai ratée et le mec de tester, il a dit Ah, s'il te plaît, reviens demain. reviens. J'ai dit en fait, je déménage, je pars faire mes études à New York. Et t'as pas besoin de voiture à New York. Donc, Mais à Paris non plus, Et mais- je ne conduis pas. Et tu veux pas le passer? C'est pas dans tes projets? J'aimerais bien de temps en temps pour des voyages. Mais c'est vrai qu'à en Paris, je trouve qu'il n'y a pas campagne. besoin. Non, pas besoin, mais j'ai envie de... ça me gêne toujours quand je fais des road trips avec des amis et je peux C'est pas ça. participer. Il faut toujours demander. Et surtout parce que j'ai fait pas mal de road trips avec des amis dans des régions connues pour le vin, parce que je travaille pas mal dans le vin aussi. Et heureusement, à l'époque, j'avais une amie qui était très contente de conduire. Elle était très contente de cracher quand on faisait des dégustations et tout. Mais avec d'autres amis, à chaque fois quand on parle de faire un road trip, la personne qui peut conduire elle me dit ah non, bah moi j'ai pas envie de conduire pendant tout le voyage parce que sinon je vais jamais pouvoir vraiment faire des dégustations. Du coup, j'aimerais bien participer à ce niveau-là ou même louer une voiture et partir toute seule si ça me chante. Et Ouais, je juste comprends. avoir cette liberté me manque. Et genre, en Caroline du Nord, on a, comme Alex a dit, on a des paysages assez vastes, on a des autoroutes qui... on a l'impression qu'ils sont sans fin, mais je mets la musique, je baisse les fenêtres et je roule, quoi. Et c'est tellement agréable et ça me manque beaucoup, cette liberté. À Madrid, je conduis pas non plus et quand je vais chez mes parents dans les Alpes, mais c'est une thérapie hein, de chanter dans la voiture, ça me manque. Dans le métro, t'es un peu frustré, tu peux pas t'exprimer, donc je comprends tout à fait. J'étais en train de danser avec... J'avais trouvé une chanson que j'adore, que j'écoute beaucoup en ce moment et j'étais en train de danser un peu dans le métro l'autre jour et le regard de la dame à côté de moi, c'est comme si je faisais de la drogue en plein métro. Elle me regardait comme si j'étais toute bizarre. Folle. Alors que j'étais juste en train de... Et c'était vraiment... J'étais pas en train de sortir mon meilleur Saturday Night Fever. Like, c'était vraiment juste... Je tapais sur le pôle et je bougeais un peu, mais elle me regardait comme si j'étais... Genre, alors si qu'il y a j'étais pire, folle. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé, une chose qui me manque aux États-Unis, c'est une certaine légèreté au quotidien. On se sent moins jugé. On peut mettre ce qu'on veut. Mais à Paris, même si c'est pas toujours. mais je trouve très, qu'à Paris, c'est comme classe. ça. Enfin, pas dans les villages ou quoi, hein, mais à Paris, t'es tellement incognito que personne te regarde. J'ai l'impression, il y a tous les styles, tous les types de, tu vois. Ah non, Moi, je trouve pas. moi, je trouve que les gens te regardent tellement dans la rue. Ok. C'est tellement... Je croise si souvent les regards des gens qui sont en train juste de me fixer. Et je suis... Ah, moi, je trouve pas du tout. En Espagne, par exemple, je trouve que les gens se fixent, se regardent, et ça me perturbait au début. Moi, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas la même référence, le point de départ, je pense. Mais c'est intéressant. Ok. Je trouve ça tellement gênant. Et oui, genre, aux États-Unis, on peut aller au supermarché en legging ou en sweat et personne ne te Alors calcule. ça, oui. Mais ici, parfois, je sens en legging, mais c'est parce que parfois, je sais que si j'ai besoin de me motiver pour aller à la salle, si je me mets en legging, je serai plus motivée pour y aller plus tard. Mais si je passe au supermarché sur la route au retour bien ou sûr. whatever, Bien sûr. il faut juste se couvrir un maximum. Donc, je mets un trench ou un manteau et ça passe, quoi. Mais oui, c'est pas... On peut pas sortir en pyjama comme on peut faire aux États-Unis et personne ne te regarde. Mais quand même, maintenant, quand je rentre aux États-Unis, je m'habille bien. C'est même pas bien, c'est juste mettre genre un pantalon, un jean, un pull, des chaussures et aller faire des courses ou aller... je me rappelle, j'étais à Ulta une fois, c'est un peu comme Sephora aux États-Unis. Okay. Et j'avais... Vraiment, j'étais pas bien habillée, j'étais juste habillée, quoi, comme je ferais tous les jours à Paris. Mais il y avait une meuf qui s'était approchée à moi, elle m'a dit votre manteau a l'air tellement doux, est-ce que je peux le toucher?
Ah oui. C'était... C'est- Ça, à Paris, ça jamais, arriverait pas. Jamais, oui. oui. On Ça, va c'est peut-être un le bon exemple, regarder. oui. On va le penser, mais on va pas le dire. C'est Ouais. dommage, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup, on s'échange, il y a beaucoup plus d'échanges Ouais. bienveillants. Il y a beaucoup, oui, on parle aux inconnus. En vrai, j'avais dit oui parce que plus de après compliments, oui. avoir confirmé qu'elle avait pas touché au maquillage parce que mon manteau est beige et j'avais pas envie d'avoir de maquillage sur le bras Aïe. parce qu'elle m'avait touché le bras. Mais aussi j'avais profité. Elle m'a dit c'est tellement beau, vous l'avez trouvé où? Et je dis H&M. Vraiment, il y a des super bons trucs chez H&M parfois. Donc, il faut juste regarder la composition de la pièce. Bon, bref. Mais c'est un bon exemple des choses qu'on se permet à faire aux États-Unis qu'on se permettrait jamais à faire à En Paris. France. Mm. Est-ce que pour conclure, vous pouvez partager avec nous votre mot ou votre expression française préférée? Est-ce qu'il y a... Toi, je sais que tu en as plusieurs en stock. Est-ce qu'il y a un mot, une expression que vous adorez en français? Oh, c'est comme donner de la confiture au cochon. Je m'attendais pas. J'adore ça. Ok. Ça veut dire c'est quoi? l'une de mes. Ouais, explique. Quand on donne quelque chose de très bon, qui coûte cher à quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Genre, oui. Ouais, j'aime bien. C'est tu dirais une de tes expressions. J'en Mais ai j'adore les d'autres. expressions idiomatiques. J'adore les expressions idiomatiques. T'en as une, Émilie, ou un mot que tu trouves joli à prononcer? J'aime bien avoir la flemme Ok. parce que c'est pas ça mélange tellement de choses dans un mot et genre, par exemple aujourd'hui si on n'avait pas fait ça j'aurais eu la flemme de sortir parce que Il pleut. il pleut et il fait froid donc oui j'aime bien avoir la flemme, j'aime bien dépaysement aussi. Ah oui. oui. Mm. Mhm. Ça n'existe pas en anglais, hein, c'est ça? Non. Pas Parce vraiment, que non. c'est pas vraiment culture shock. Non. Donc, non. Être Il y a dépaysé, souvent le un- dépaysement. Et on peut dire c'est ça positif. on peut dire ça pour genre quitter Paris et aller à la campagne autant que pour aller en Grèce par exemple. Les deux sont des paysans, c'est juste ils sont différents. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Alex. Merci, Émilie. Merci Ouais. Alexia. Merci, Alexia.